aventuriers, bienvenue au podcast des livres jeux. Un podcast dont vous êtes le héros. Salut les aventuriers et bienvenue à un nouvel épisode du podcast dont vous êtes le héros. Épisode 47. Ouais, c'est ça, on est bientôt au numéro 50, donc ça sera un événement assez à vraiment célébrer. Comme d'habitude avec moi, toujours Fred, salut. Salut Xav, et content de te retrouver aussitôt, c'est cool. Ouais, bah c'est ça, on enchaîne, il y a pas mal de podcasts à faire, et puis surtout pas mal de livres à discuter. Donc ouais, l'année s'annonce vraiment bien. Dis Fred, par contre, on fait un numéro un petit peu spécial. On va discuter d'un livre un petit peu plus différent cette fois. Bah oui, alors c'est le livre surprise de l'année, le livre qui nous est tombé dessus, donc je crois que tu veux nous raconter comment t'as découvert ce livre. Je pense que peu d'auditeurs doivent connaître à mon avis. Ouais, alors moi je connaissais pas. Hein. Pareil. Bah en fait, on va discuter. Je connais pas du tout le titre français. En fait, c'est un livre qui date de 1982, qui était publié par Timescape Books, qui s'appelle donc Traveler of the Barren Dunes. Et je pense que la traduction Fred en français, ça serait le voyageur de... je sais pas, peut-être plaines ardentes. Je sais pas, Ouais, Barren Dunes, ouais. Barren Dunes, plaines ardentes, ouais. Donc, il y a une petite histoire, bien sûr, comment j'ai trouvé ce livre. Pas... quelque chose de pas habituel, pas de brocante, pas de librairie en train de fermer, ou au fin fond d'une boîte de livres d'occasion, mais plus j'ai trouvé pendant une de mes explorations Urbex, Fred. Ouais, parce que ce que tu m'avais dit la première fois, et ça m'a un peu surpris, mais bon, bonne pioche, j'ai envie de dire, quoi. Ouais, alors la couverture elle est assez fantastique, puis j'ai commencé à lire. Ce que j'ai fait, c'est hélas, le livre il faisait tellement la gueule que j'ai fini par décrocher les pages assez rapidement, et puis j'ai tout scanné pour Fred, donc je te raconte pas, Fred, heureusement que j'ai un bac distributeur de 20 pages sur mon imprimante pour t'avoir tout scanné. Ouais, j'avoue, c'était marrant. Ouais, c'était marrant ce truc-là, c'est une première pour moi de bosser sur un livre scanné, ouais, c'était marrant, c'était cool. Ouais, puis c'est pratique maintenant. Donc ouais, plus décoller, tout refaire. Et puis comme on aime bien dans ce podcast aussi, c'est donner longue vie au livre dont vous êtes le héros. Donc voilà, celui-ci, j'hésiterai pas à le mettre en ligne. Donc pour les anglophones, les aventuriers, voilà, si vous voulez lire ce livre, on mettra tout en ligne. Ça sera vraiment sympa. En tout cas, c'était une aventure assez incroyable. J'essaierai de scanner j'ai scanné la jaquette pour qu'on discute avec Fred, malgré qu'elle fait un peu la gueule. Elle est complètement, j'ai envie de dire, trucidée vers le bas. On sent que ça a pris pas mal de miante et de poussière, et bien dégueulasse. Bah ouais, peut-être que les auditeurs vont en savoir plus. Raconte-nous, tu l'as trouvé comment exactement, encore une de tes pérégrinations dangereuses en urbex? Ouais, peut-être l'une de mes plus flippantes, à vrai dire. Une qui m'a fait prendre une petite pause pendant un petit moment, là. Les chocottes. Ouais, bah des fois, ouais, ça rigole pas. Tu sais, il se passe des trucs, c'est un petit peu... Enfin, bon. Alors, je me rends dans un lieu qui m'a pris 2 heures en voiture, pas très loin. Et c'était un hôpital psychiatrique abandonné parce que il était absolument maltraité et abandonné par l'État. Et bien sûr à l'époque, tristement, tout ce qui était autisme était vu comme de la folie ou de la non-normalité, ce qui est horrible, hein. Donc tous les gens qui étaient autistiques, les parents savaient pas quoi faire, ils proposaient de les mettre dans cet hôpital psychiatrique qui s'appelait Furgon, donc hôpital de Furgon. Et ce qui s'est passé, c'est que t'as un agent de la presse qui a tout découvert, qui a tout balancé à la télé, comme quoi c'était horrible, maltraité, surtout que ça a été découvert vers fin années 70, donc il y avait plus de finances par l'État, donc il y avait pas assez de gardiens, si tu veux, c'était un gardien pour 500 personnes environ. Sympa. Ouais, c'est horrible, donc c'était un vrai cauchemar. Bref, il y a une histoire vraiment tragique derrière cet hôpital, la façon dont les gens étaient traités. Et donc je m'y rends, moi. Bien sûr, c'est abandonné, il n'y a plus rien. Et puis j'y vais parce qu'il allait être détruit par la mairie. Ils vont le remplacer par des condos, donc des appartements, quoi. Donc j'y vais. Je me rends, facile pour me garer. Les travaux sont pas encore là, donc il n'y a pas encore les barrières, tu sais, où ils protègent leur matos de construction à cause des assurances. Donc j'avais le temps d'y aller, nickel. Et je me rends dans un bâtiment, et puis j'avais appelé un pote, Ben. Et je lui dis, Ben, tu me rejoins? Et il me dit, ouais, par contre... Quand j'arrive sur place, il m'appelle et désolé Xav, je vais avoir 2 heures de retard. Je fais chier, moi j'y suis déjà, ça me casse les couilles, mais bon. Ok.
Donc je dis ok Ben écoute je m'y rends et puis tu m'appelles et on essaie de se retrouver sur place. Il me dit bon fais gaffe s'il va tout seul, bref. Parce que tes expéditions elles durent plus de 2 heures des fois. Ah elles durent une journée complète ouais. Ah ouais, je pars le matin, on rentre fin d'après-midi, soir ouais. Bah j'en profite le plus entre vidéo et photo et puis on se balade aussi, c'est assez impressionnant. Ok, donc je m'y rends, je passe à travers les bois pour m'y rendre. C'était un peu dégueulasse en plus, c'était il y a pas longtemps, il y avait plus trop de tiques, mais quelques-unes, quoi. C'était assez flippant. Ah, T'étais dans les bois de la Nouvelle-Angleterre, tout seul. Ouais, mais ça va, c'était une petite traversée. Et puis j'arrive vers le champ, où il y a donc l'un des premiers bâtiments. Donc c'était un complexe, il y avait plusieurs bâtiments. Et le premier, je crois que c'était un bâtiment où il y avait une maternelle, quelque chose. Parce qu'il y avait pas mal de dessins sur les murs, mais tu sais... comment dire, qui étaient assez jolis, pas des gribouillis, mais c'était des arbres avec le nom des enfants sur les feuilles, donc je pense que c'était une école. Et c'était un bâtiment 4 étages, donc je me rends au 4e tout de suite, je me dis bah voilà, je vais les faire en descendant, explorer. Donc je me rends au 4e et je vais tout en haut à droite, il y a une sorte de chambre d'angle, et je me rends compte en fait que le 4e étage, c'est pas des classes, c'est des appartements, donc peut-être que les enfants ou les professeurs habitaient là. Donc je me rends dans un bâtiment, je me rends dans une des chambres en haut qui est d'angle, donc il y a pas mal de belles vitres, et là je flippe un peu parce que je vois une voiture qui roule à travers le premises, à savoir que c'est abandonné et fermé. Je me dis comment il a fait pour arriver là. Donc je me cache un petit peu dans un coin. Quoi Tu te caches quoi? Tu te caches dans un coin? Bah je me cache d'angle si tu veux par rapport à la fenêtre, comme ça la personne en voiture... remarque, t'as raison, tu sais jamais. Ouais, elle me voit pas en fait. Et puis je sais bien sûr qu'il a aussi peur que moi j'ai peur que lui, surtout si tu vois quelque chose à un angle d'une fenêtre. Donc je le vois de la fenêtre du 4e étage, je vois la voiture qui s'arrête et en fait elle va vers un garage qui était sur le côté que j'avais pas vraiment prêté attention. Et le mec il sort et Fred il ouvre le coffre, il sort une énorme clé à molette et il défonce le cadenas du garage et il y va 2-3 fois avant que ça pète. Ah oui, donc c'était pas son garage quoi. Non, en fait le mec c'est un cambrioleur quoi. Enfin, c'est un voleur, ouais. Et il rentre dans le garage, alors il prend son temps, et moi je continue à guetter, et puis je me rends dans la fenêtre qui est dans le couloir, je sors de la chambre, parce que celle du couloir, en fait, elle était pétée, et donc je pouvais voir à travers des petites filatures du verre, sans que lui puisse le voir, comme ça j'ai une meilleure vision. Donc je suis en train de regarder ce qu'il fait, et je le vois plus dans le garage, il sort, et puis il met pas mal de choses dans son coffre. Ça prend quoi, 15 minutes, alors moi pendant 15 minutes je bouge pas, je flippe vraiment. Le mec il rentre dans sa voiture, il finit ce qu'il a à faire, il ferme la porte, il pseudo-met le cadenas dessus, ce qui en restait, et puis il reprend le chemin. Et là ce qui m'a vraiment fait flipper, c'est au lieu de reprendre un croisement la route, il prend une route de sur le côté en fait qui est le parking du bâtiment où je suis. Et il sort de sa voiture et il rentre dans le bâtiment. Et là, je l'entends en fait. Comme tu sais, il n'y a plus de moquette. C'est un bâtiment, malgré qu'il soit de 4 étages, c'est un bâtiment qui n'a plus de moquette, pas de meubles, plus rien, complètement des fenêtres ouvertes de partout, donc t'entends l'écho. Quand t'es dans le bâtiment abandonné, t'entends l'écho de partout. Donc j'entends quelque chose marcher, j'entends la porte claquer du bâtiment. Je pense que c'est pas lui qui l'a claqué, c'est juste qu'elle a du poids et quand tu l'ouvres, ça claque derrière soi. Et ouais, heureusement, c'était en journée, heureusement c'était moins flippant, mais... c'est quand même flippant, quoi. Bah ouais, j'ai pas envie de rencontrer cette personne. Donc ce que j'ai fait, c'est... je me dis, je suis foutu. J'ai pas le choix, il faut que je cours, quoi. Ça sert à rien de marcher tout doucement, parce que ça s'entendra et tu feras du bruit pendant plus longtemps. Donc je me mets à courir. Je prends l'escalier de service qui est à côté de la chambre où j'étais. Je descends les 4 étages, je sors, je veux sortir en fait par l'entrée principale, mais je vois sa voiture. Et je lui dis merde, si ça se trouve, il m'entend, et tu vois, il va me faire un traquenard, quoi, il va m'attraper, il va me piéger. Donc, je lui dis, dans ces vieux bâtiments-là, créés pendant les années 50, 60, il y a des shelters pour les attaques nucléaires, à cause de la guerre froide en Amérique. Ouais, la guerre froide, ouais. Avec le petit castor qui te dit « Couvre-toi sous la table, cours dans le couloir. » C'est ça, ne mange pas de laitue. Ouais, c'est ça. C'est absolument ça. Donc ça fait flipper. Et puis je sais qu'en tout cas, ces couloirs, ils sont peut-être reliés les uns aux autres. Enfin, ces chambres. Il y a des couloirs, des fois, souterrains qui les relient. Donc je prends ma chance. Enfin, je tente ma chance, plutôt. Rien du tout. Oui, t'en avais fait allusion vite fait une fois que t'avais couru dans des shelters. Bah, c'est cette histoire-là, en fait, comment j'ai trouvé le livre. Et
Je descends dans le shelter et heureusement il y a une porte de côté, mais c'est un couloir qui fait 1 mètre de haut. Donc je suis obligé de me courber et de marcher à travers ce couloir et je pense que c'est la paranoïa. Mais j'ai tout en GoPro, hein, je garde pour le documentaire, mais je crois qu'il me poursuivait en fait, je sais pas. Et je pouvais pas me tourner dans un couloir de 1 mètre de haut avec peut-être 1,50 m de largeur. Mais j'ai dû marcher au moins 5 minutes sous ce couloir, ce qui m'a amené vers une autre salle. Je suis sorti et puis j'ai mis une grosse bibliothèque sur la porte de sortie et je suis sorti du bâtiment et puis j'étais dans je crois que c'était un lycée ou un collège. Il y avait une piscine, cours de tennis, salle de sport avec panier de basket et il y avait des salles de classe partout. Ça, c'est vraiment des endroits immenses, quoi. Tu m'étonnes que ça prenne la journée, quoi. C'est pour ça qu'il y a des... Ouais. Et il y a des appartements aussi dedans, comme quoi les gens vivaient là, parce que c'est des gros complexes, c'était tellement loin. Ouais. Cité pas universitaire, mais... Donc je sors de là, je sors du bâtiment, je me repère un petit peu parce que j'y vais toujours avec une carte. Donc j'arrive à... Vu le bâtiment où j'étais, le lycée, c'était un énorme L d'architecture, donc j'ai pu le placer sur la carte. Et tout de suite je me dis bon, je prends une sortie, il faut que je me tire quoi. Ça sert à rien de rester, donc je passe par les bois, je sais qu'il va pas me trouver. Donc déjà je me fais un peu moins de soucis malgré que j'ai envie de me tirer. Et dans les bois en fait je trouve un petit bâtiment de 4 chambres et je crois que c'était... bureau de météorologie ou quelque chose qui avait des antennes et une parabole pétée à l'arrière. La station météorologique du campus. Il y avait beaucoup, ouais, mais ça me semble un peu bizarre parce que ce serait pas sur un campus, donc à vrai dire, je pense que c'était peut-être il y avait beaucoup de téléphones, donc c'était peut-être un centre de service du campus et où ils faisaient des appels s'il y avait besoin de la police, des pompiers ou des services industriels. Et puis il y avait une grosse table aussi avec des détecteurs de mouvement, mais des vieux quoi, qui étaient tout pétés, donc des reliques des années 80 qui restaient. Donc comme quoi, ils ont dû réouvrir, je sais pas. Mais dans cet endroit-là, il y avait une petite bibliothèque dans une des chambres qui était une sorte de lieu de repos, de pause. Et il y avait pas mal de livres. Il y en avait énormément qui faisaient la gueule, hein, qui étaient là depuis 20, 30 ans. Et le seul bout où il y avait quelques livres qui étaient lisibles, bah voilà, c'était ça. Il y avait quelques livres de cette collection Timescape. Et bah voilà, Fred, il y avait ce livre-là. Donc je l'ai pris, je mets dans mon sac, puis je me dis bon, je vais pas perdre de temps. Et je te jure, au moment où je sors de ce bâtiment, déjà il commence à faire nuit, donc le soleil se couche, donc t'as l'horizon un peu orange, mais je vois plus trop grand chose et j'ai pris une lumière de poche, mais c'est pas assez quoi pour les bois, donc je me dis qu'il faut que je me rapproche des bâtiments pour que je puisse prendre la route d'asphalte du complexe et pour sortir par l'une des entrées principales. Sinon je vais me perdre dans les bois et ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Je dis ça comme si j'avais le choix. Donc je reprends la route principale et puis je t'assure que j'entends la voiture derrière moi en train de circuler. Je sais qu'il y a de l'écho, donc je sais pas, mais qui continue à se balader, continue à chercher, à fouiller. Donc je suis passé par une route de côté après où il y avait un solarium. Je pense qu'il y avait pas mal de fruits et de tomates là-dedans, donc je suis passé là-dedans. J'ai dit quelques photos en plus de ça. Et puis je suis sorti par la suite. Donc ouais, assez flippant quoi. À savoir que pendant que je courais dans ce petit couloir, Fred, je pense vraiment qu'il était derrière moi et qu'il me suivait. Il disait rien. Ouais, bah... Il disait rien, c'est ça qui me fait le plus peur le soir quand... Et ça, j'y ai pensé plus tard, c'est avant de me coucher le soir, tu sais, j'arrête pas de réfléchir à tout de la journée. Je me disais, ok, peut-être qu'il me poursuit, et puis d'un coup, je me dis, mais pourquoi il a rien dit ? Pourquoi il parlait pas ? Pourquoi est-ce qu'il disait pas quelque chose ? Ouais, c'était assez flippant. Oh pardon, excuse-moi, ça dure un petit peu longtemps là. Ouais, mais bon, c'est vrai que ça a dû te marquer parce que moi je me mets à ta place. Bah déjà, rien que les lieux en eux-mêmes ils sont un peu flippants. En plus, il y a un mec qui te course après dans un souterrain, oui. Mais bizarrement, c'est un bien pour un mal parce que après, tu serais jamais passé par cet endroit-là et ce livre-là, c'est un peu le. Ouais. Et c'est pour ça que tu m'avais parlé le soir même, tu m'as fait Fred, il m'est arrivé un truc de ouf. Là, j'ai trouvé un bouquin, faut absolument qu'on le fasse. Ouais. Oui, bon après on va peut-être parler un peu du livre. Alors peut-être avant de parler du livre, ouais. on a peut-être un courrier des lecteurs, je sais pas. Ouais, on a 2 courriers des lecteurs. Enfin voilà, juste pour conclure l'aventure, le livre marque vraiment un moment assez flippant de ma vie, donc ouais, ça va rester un petit souvenir. Le courrier des lecteurs, Fred, en effet. On a un mail, donc je pense que c'est un pseudo, Arissa, d'Arissa. Parce que ça me fait penser à un personnage de Dune.
Si je me trompe pas, c'est une des Fremen. Ah oui, c'est la sœur, non? C'est ça, non? Non, c'est pas la sœur. Non, c'est pas l'une des Fremen. Mais oui, c'est dans l'univers... je crois que c'est dans Les Enfants de Dune. Sinon, super choix des parents, quoi. C'est assez cool comme prénom. Donc, mail d'Arissa, qui nous dit justement... merci pour votre critique de Sorcellerie 3. Bien que ce soit mon aventure favorite, j'ai une préférence pour le premier livre. Quand on apprend qu'on peut voyager dans le temps avec un certain sort et de pouvoir directement se diriger vers le 4e volume, les livres prennent une nouvelle dimension. Fred, je savais pas du tout qu'il y avait cette possibilité-là. Comme quoi, on va encore se pencher dessus. Il faudrait que je demande aux auditeurs aussi, mais voilà, les auditeurs, écrivez-nous si vous connaissez ça, mais j'en ai jamais entendu parler, et comme je t'ai dit, c'est ma saga préférée. Une préférence pour le premier livre, on apprend qu'on peut voyager dans le temps avec un sort de... je veux dire, le concept est super, mais c'est pas possible. Ouais, je pense que c'est peut-être si tu y as déjà joué une fois, je sais pas, faudrait voir que ouais, c'est bizarre. Donc, c'est un truc peut-être qu'on trouvera après, quand on rejoue, on peut passer du 1 au 4, ça sera intéressant à voir. Ouais. Excuse-nous de te douter, Arissa, merci beaucoup de nous avoir écrit et d'écouter le podcast, mais si tu peux nous envoyer beaucoup plus de précision, parce que là, moi je suis assez fasciné par cette découverte. Donc j'aimerais bien en savoir un peu plus. Qui m'étonnerait pas de Steve Jackson de pouvoir créer un lien entre les 4 livres comme ça. Je serais pas aussi surpris que ça finalement. Mais bon, c'est surtout le fait que je connais ces livres depuis que je suis pré-ado. Donc là, c'est ça qui me prend au dépourvu, quoi. Je fais, ça existe. Donc je suis curieux. Arissa, si tu peux nous en dire un peu plus, je pense qu'on lira tout de suite ça dans le prochain podcast. On a aussi un mail de JC Fred qui nous dit à quand votre émission Furio Max ? Point d'exclamation. Donc à relire, ça serait à quand votre émission Furio Max ? Il a raison. Furio Max, c'est une émission que je prépare avec Basile. Donc pour ceux qui écoutent le network et du franglais, le réseau des podcasts Oceti, voilà, avec Basile, on fait une émission de cinéma. Tu nous écoutes, Fred, en fait ? Oui, j'ai écouté, puis j'ai vu les super montages italiens, là, c'était de la bombe atomique, franchement. Merci. Si vous n'avez pas vu, moi, je vous recommande. Après, c'est absensible s'abstenir, hein, quand même. Ouais. Donc, justement, Furio Max, on prépare un podcast qui va discuter, en fait, on va se concentrer un peu plus sur tout ce qui vient du Japon entre les années 60 jusqu'à 1984. Alors, il y a une raison très spécifique pour cette date-là. Et on va parler en fait de tout ce qui est de films jusqu'à manga et OAV, donc les films d'animation qui étaient directement vendus en VHS ou en cassette, bref. Et notre concept, bien sûr, c'est de prendre des trucs qui sont complètement fada, loufoques. Donc on a les 5 Madonna, on a... comment ça s'appelle les filles avec les yo-yo, qui sont des détectives privés du lycée... Subekan Deka. Voilà, Subekan Deka. Ouais, je sais. Alors, on va discuter de choses comme ça. Donc, à quand on met pas de date, parce que, voilà, il y a déjà le podcast dont vous êtes les héros. On est en train d'écrire des livres, je suis en train de faire un documentaire. Et il se passe pas mal de choses. Donc, tout en son temps, dès qu'il y a un petit moment de pause. Hein, Fred ? Oui, et puis c'est une question de moment, tout ça, ça se fait quand ça doit se faire, voilà. Ça doit se faire, exactement. Bah merci en tout cas, et puis en tout cas merci JC de ta question, ça arrive, je sais on est en retard, mais j'espère que ça plaira via ta patience, parce que en effet c'est une émission avec Basile, on se lâche quoi, on est complètement dingos dedans, on prend quelques verres et voilà, les livres qu'on voit, pas les livres, les films qu'on voit nous donnent envie justement d'avoir un petit coup vu que c'est n'importe quoi. Enfin voilà, Fred, je te propose une musique. Bah oui, on va mettre une petite musique avant de parler du bouquin. Alors, pourquoi pas le groupe Proto Psyché Rock. Je t'avais dit ça plus tôt, je sais que tu m'as dit what, mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est important, c'est Proto Psyché Rock, attention. C'est Ouais. pas Proto Under Rock ou je sais pas quoi, c'est Proto Psyché Rock. Non, c'est du Proto Rock, donc évolution dérivée, comme vous voulez, / dérivée du prog rock. Avec bien sûr les thèmes, mélodies, inspiration un peu du psychédélique rock. Plus, je sais que le psyché c'est des années 60, mais plus rock and roll, voilà, metal rock des années 70 comme Budgie et tous ces autres groupes. Ce qui arriva justement fin 70 vers ce qu'on connaît comme le thrash et le metal. Bref, donc là c'est un groupe moderne qui s'appelle Wand. Et je vous propose d'écouter le morceau Send Receive. Et entre parenthèses, Mind.
faire comme toi. Yo, je fais comme Xav. Ouais, bah j'ai bien aimé ce morceau. La guitare, c'était sympa. Et donc maintenant, on va reparler du bouquin, donc The Traveler of the Barren Dunes. Ce qu'on va nommer en français le voyageur des plaines ardentes. Ouais, le voyageur des plaines ardentes, parce que c'est vrai que l'histoire, c'est un voyage. Et donc, nous, on aime bien parler des couvertures, c'est la première impression. Donc là, même si la couverture était un peu délavée, ce qu'on remarque, c'est marrant, bon, savoir que donc l'édition Timescape Books, ils ont pas fait, ils n'étaient pas spécialisés vraiment dans les livres dont vous êtes le héros. Ils ont un peu profité de l'aubaine à l'époque, ils ont essayé de surfer sur la vague, donc parce qu'ils ont plutôt fait de la science-fiction, des auteurs, bon, pas que de seconde zone, mais c'était pas une grande boîte d'édition. Alors ce qui est marrant en plus, c'est que ils ont un peu une cartouche en haut qui fait un peu comme dans les autres héros. Il y a leur logo Timescape et qui est bizarrement chaloupé avec des lettres à moitié effacées, qui est pas terrible, Xavier. Je sais pas ce que t'en penses. Non, c'est le logo Timescape, c'est une sorte de fente typique. Et puis après, il y a une sorte d'effet de vague, comme si c'était dans un trou noir ou c'était en train d'être absorbé dans l'espace. Ah ouais, bah. Très kitsch. Je comprends un peu mieux, mais c'est vrai que ça fait un peu très kitsch. Alors ce qui est marrant après, c'est qu'ils ont une espèce de typo impact jaune vif qu'on voit encore malgré l'état du bouquin, quoi, qui prend la moitié de la couverture. Et donc après, il y a le dessin qui nous intéresse. Donc c'est des couleurs très vives. Hein, et donc le voyageur, en fait, on l'a représenté. Donc notre héros, il est un peu déguindé. Il ressemble pas à grand chose. Et ce qui est intéressant dans la couverture, c'est qu'on voit tout de suite son compagnon à côté, dans son armure d'or, parce que c'est le chevalier d'or. Et en fait, il a une pose bizarre, il est à moitié en feu, avec l'impression qu'il y a ses cheveux fous qui sortent du côté. Bon, il a l'air en lévitation, donc on comprend pas trop. Et ce qui est vraiment bizarre, c'est que le fond de la toile, en fait, on a notre personnage en premier plan, et derrière, on a une espèce comme un disque, comme une espèce de soucoupe bizarre qui lance des rayons arc-en-ciel. En fait, on dirait un satellite un vieux satellite qui est accroché, tu sais, comme il y a dans le... Ouais, mais c'est bizarre parce qu'ils ont le reste, c'est ambiance Heroic Fantasy. Alors, complètement, qu'est-ce qu'il fout le satellite? Alors, le truc le plus bizarre, c'est dans le coin droit, là, il y a une espèce de paroi rocheuse, vite fait, il y a une espèce de grande araignée bizarre qui avec un espèce de... à moitié métamorphique humaine, bon, tout chelou, le truc. Et c'est vrai que, bon, la couverture, elle est ouf, elle est chargée. Puis elle est d'époque, quoi. Franchement, les couleurs, la typo, c'est osé. Ouais. Mais ils ont fait ça pour pas mal de leurs bouquins. Bon, ça n'a pas duré, c'était une période des années 80, mais... Ouais, c'est ça, c'est où les plupart c'était Frasetti, et c'était aussi, comment ils s'appellent, les autres dessinateurs qui faisaient beaucoup les livres de SF. Plus dans les années 70, c'était les années 80, bien sûr. Bah oui, on peut en parler des dessinateurs, parce que rapidement, donc il faut savoir que c'est celui qui a fait la couverture, c'est celui qui a fait les dessins intérieurs, donc forcément c'est comme ça, c'est pas un one shot ce bouquin-là pour la bonne édition, mais bon, les mecs étaient pas très connus. Donc on a quand même quelques infos. Donc il s'appelle Nicola Pecorini, donc il doit être d'origine italienne. Je me demande même s'il est pas italien. Bon bref. Alors forcément oui, on n'a pas trop d'infos. Alors, ce qui est marrant dans ce truc-là, dans cette histoire-là, le fait que ce soit un one-shot aussi pour la boîte d'édition ou presque, bah, en fait, ce mec-là, il semblerait qu'il ait écrit que ce bouquin, il ait dessiné que ce bouquin-là, que juste après, il a eu un cancer de la rétine, en fait, et qu'il est devenu borgne. Alors, forcément, pour dessiner, c'était un peu plus compliqué. Bon, je sais pas si c'est des vraies infos, mais c'est les seuls trucs que j'ai trouvé sur ce gars-là dans des blogs obscurs, donc je sais pas. Mais bon, ouais, en tout cas, plus d'infos, ce mec-là après ce dessin, donc... C'est dommage, parce qu'il y a une euphorie, une folie dans ces illustrations incroyables. Hein. Bah, après, la couverture est pète, elle suit un peu les normes de la boîte d'édition, mais les dessins intérieurs, moi, je les ai trouvés un peu plus sombres. Hein. Bah, ils faisaient bien les contrastes noir et blanc, mais je sais pas, c'était... Les plupart des illustrations, ouais, en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'il utilise énormément de contrastes. Alors, on en a parlé d'autres dessinateurs qui font ça, mais lui, c'est massif partout, comme si les 3/4 des scènes. Déjà, il dessine énormément de plans larges, donc toujours une mise en scène du décor. On n'a quasiment jamais des plans serrés sur les personnages, et on a l'impression qu'il fait toujours nuit ou que le monde est obscur. Donc ça isole, et c'est vrai que ça met une intention assez spéciale, vu que le livre se passe, on en discutera, mais dans un énorme désert, ça fait bizarre. On a l'impression qu'il fait quasiment nuit, mais il fait toujours chaud et aride, et il y a cette sensation de très malsain et mal à l'aise, mais que j'aime bien. Moi, ça donne ce côté très flippant, on dirait
On dirait il y a mon imprimante qui se met en route pour aucune raison. On dirait un petit peu les dessins, les concept art en fait de Mad Max. Je sais pas si t'en as vu quelques-uns, mais il y a ce côté-là. Tout est dessiné à l'encre et les fonds en fait c'était des aquarelles qui étaient peintes à l'arrache vite fait juste pour installer une couleur, un Pantone vite fait pour dessiner par-dessus. Donc il y a ce côté très ouais, ça fait c'est assez triste. C'est triste comme fin de vie. Mais ouais, il y a quelque chose comme tu dis, hein, vraiment mal à l'aise, malsain, quoi. Ouais, mais ouais, c'est vraiment plus la différence entre le dessin intérieur et la couverture. Des fois, j'ai bien regardé si c'était le même gars, mais oui, il est crédité pour les deux. Donc, cette couverture, elle est incroyable. Je veux dire, entre notre héros, la parabole là, qui est au centre, on est dans une plaine, puis il y a cette forêt derrière, et t'as remarqué, il y a des indigènes, en fait, avec des lances. Ah oui, c'est des petites filles, toutes petites, minuscules petites figures, là, ouais. Le squelette en flamme à gauche, puis l'homme araignée à droite dans les roches. On dirait en fait une sorte de couverture de livre trilogie, en fait, il se passe beaucoup de choses dessus. Ouais, alors que c'est bizarre parce qu'en fait, la plupart des trucs qu'on voit sur couverture, on les retrouve pas dans le bouquin, donc c'est assez bizarre aussi. Ouais. Moi j'ai retrouvé le démon araignée, ça je l'ai trouvé. En fait, c'est un guerrier qui, au contraire, ce qu'on pense, c'est pas un monstre, en fait, ça devient un compagnon. Oh, super. Ouais, qui est assez intéressant, mais qui a un destin assez tragique. Je l'ai fait plusieurs fois pour savoir s'il y avait qu'un destin tragique qui l'attendait. Et puis finalement, oui, c'est inévitable, en fait, c'est qu'il meurt de plusieurs façons possibles. Donc on en rediscutera dans le livre. Fred, l'écrivain, c'est Terence Vance. Donc Terence Vance, voilà, c'est un écrivain de livre-jeu, surtout en fait que des one-shots dans les livres entre le héros. Donc là, c'est pas l'un de ses plus classiques, mais c'est quand même un qui s'est bien vendu. Terence Vance, en fait, c'est plus un écrivain du théâtre et c'est un réalisateur de décors aussi. Donc c'est quelqu'un qui vient plus du monde des props, maquettes et construction, qui est devenu écrivain par la suite. La question, c'est j'ai essayé de trouver un petit peu où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il est devenu, et sur Wikipédia, il y a un article sur lui en fait qui dit qu'il est sur un projet secret qu'il occupe depuis plus de 30 ans maintenant. Ça te fait penser à un autre artiste, Fred ? Bah, je sais pas, j'ai vu qu'il y avait un. Oui, parce que ça, je pense que c'est un mec qu'on aime bien tous les deux, donc tu me fais la petite perche, mais ouais, il y a Don Quichotte qui est en pré-prod en 2018, là. Oui, c'est ça, ouais. Terry Gilliam aussi, voilà, ça me fait penser à lui, hein, les projets sans fin et qui, voilà, pas de chance à chaque fois, ça se termine jamais. Mais donc, ouais, mais lui, Gilliam, lui, c'est 18 ans, je pense que Lost Land Mancha, c'était en 2000, je crois. Ouais, c'est ça. Alors, ce qui est intéressant, si on peut jouer les mini-détectives, Fred, c'est que Timescape Books a été fondé en 1981, mais a fermé en 1984. Et les livres de notre écrivain, justement, Terence Vance, sont que avec Timescape, où il en a publié 5 ou 6, je crois. Il y en a eu un dernier en 84 qui a fermé. Donc ça veut dire quoi, 30 ans 2014, donc ça fait 30, voilà, on a dépassé les 30 ans maintenant. Mais il s'est mis à jour, quoi. Je crois qu'il y a eu un forum où il discutait, il y avait des gens qui demandaient quand est-ce que c'est ton prochain livre, et la dernière c'était de 2017, février je crois, et il avait dit qu'il travaille toujours sur son livre. Donc ça fait bizarre, en fait, il a rien publié depuis la fermeture de Timescape, mais continuellement il dit qu'il travaille, quoi. On est sûr que ce soit un livre. Ouais. Ouais, il avait dit que c'était un livre-jeu. Et puis je pense que c'est un écrivain qui est assez connu, il devrait pas avoir de soucis pour être publié à n'importe quelle maison. En tout cas, moi je veux bien lire un livre qui a pris plus de 30 ans à être créé. Hein. Ouais, Faust, il a mis 40 ans, je crois. Donc, ouais, on verra. Ça serait peut-être l'apogée des livres dans le héros. Wait and see. Ouais. Ah, attends, je crois qu'il y a un truc à péter chez moi, là. Attends, je vais aller voir, tu bouges pas ? Non. On revient tout de suite. Bon. Au salam, je vois rien du tout. Ouais, t'es tout seul, ouais. Ouais, non, je sais pas. Ouais, je pense par contre, il faudra le couper au montage. Ça. Ouais, bien sûr, comme d'hab. Hein. Ouais, c'était bizarre. Ouais, j'ai entendu. T'as pas entendu Il y avait comme un bout de verre qui a pété, quelque chose. Non, je suis allé voir dans le salon, les fenêtres sont là. Bref, moi je verrai la cuisine plus tard. C'est pas grave. Hein.
Donc, on peut parler du bouquin maintenant. Ouais, discutons en faisant un petit... Allez, le synopsis, Fred. Le synopsis, il est un peu mince. C'est plutôt après ce qui se passe, les événements qu'on a dans l'aventure. Donc, en fait, on est le guerrier Zoto et son fidèle chevalier d'or. On parcourt donc les Barrens Dunes, les plaines ardentes, en direction du nouveau Vassad, la cité légendaire. Et en fait, donc c'est pas la destination qui est importante, c'est plutôt le chemin. Et c'est vrai que même si à la destination il se passe des trucs, pendant le chemin, il va se passer des choses, et on va avoir des situations cocasses. Et donc on part d'une ville, une petite ville de base qui s'appelle Angueleux. Et de Angueleux, on doit traverser un désert pour se rendre à Vassad. Et donc on est toujours accompagné par notre fidèle compagnon, le Chevalier d'Or, qui se révèle parfois un compagnon un peu envahissant, disons-le, mais on va dire qu'une longue amitié nous lie, donc on lui passe tous ses écarts. C'est plutôt un boulet, en fait. Mais bon, on l'aime bien, et donc, avec cette petite équipe de bras cassés, parce que pour une fois, on n'a pas l'impression de jouer des héros. Alors, ce qui est marrant, c'est que dans la première ville d'Angueleux, quand on commence, ça commence très bien parce qu'en fait on avait 2 chevaux qu'on a tellement tiré sur la bride qu'ils sont complètement morts et on a déjà le premier problème qui est de trouver une charrette, et je pense que tu connais la scène dont je parle. Ouais, en fait c'est assez sympa parce que c'est l'une des premières interactions qu'on a dans le livre où on détecte le système de jeu, donc classique livre dans The Hero, mais en fait un énorme travail en fait sur les conversations. On se retrouve à shifter à passer d'un paragraphe à l'autre rapidement parce que le système de dialogue est très très développé. Donc voilà, on nous pose une question, est-ce que vous souhaitez dire, et on nous met la phrase quasiment comme un jeu vidéo, comme un point and click ou un texte aventure, voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Et on clique, et puis ça nous amène tout de suite au paragraphe où on a la réponse du mec. Et puis tout de suite, on peut répondre par 1, 2 ou 3. Souvent, c'est 2 ou 3 choix. Donc c'est assez balèze, mais on se rend compte que les conversations sont assez intéressantes, et la construction de la maquette est assez bien faite parce que les réponses sont souvent dans les 5 prochaines pages. Donc ça évite de trop tourner. Mais c'est ça, ouais, donc ça va assez vite en fait. Donc là, moi, ce que j'ai fait pour la charrette, Fred, c'est j'ai demandé de la louer. Le mec, il m'a demandé si on avait de l'argent en fait, et le Chevalier d'Or répond: tu peux lui dire, ou laisser le Chevalier d'Or répondre. Je dis ok, je vais faire ça parce que ça va me permettre de voir un petit peu l'attitude de ce qu'on verra par le futur. Comme tu as décrit, c'est que c'est un boulet. Le Chevalier d'Or lui dit qu'on peut lui faire crédit, on lui donnera une masse d'or, et en fait il s'emporte à lui raconter des trucs bidons comme quoi on est des gens très riches et on a beaucoup de valeur. Et après, moi je peux soit bluffer, et pour ça il faut tenter les jets. Alors c'est les jets de skills qui sont dans le jeu, donc je propose un petit peu comme Donjons et Dragons, il y a la force, la dextérité, et il y a aussi le charme. Donc quand vous roulez ces jets-là, vous roulez un dé de 6 et votre niveau ajoute des points. Donc il faut dépasser des paliers de difficulté un petit peu. C'est comme les systèmes de West End Games du jeu de rôle. Tu sais, il fallait balancer un nombre de dés de 6 et il fallait atteindre des paliers. Donc le palier facile, c'était 6. Système dé de 6, ouais. Donc c'est un système dé de 6 dedans. Donc moi je fais ça, je fais ouais ok, vas-y, du bluff, et ça marche en fait. Et voilà, t'as le Chevalier d'Or qui dit mais vous savez qui vous êtes, enfin qui nous sommes, voilà, c'est moi et mon fidèle compagnon, et puis on vous ramènera tout ce que vous voulez. Le mec il me fait confiance et on pique la charrette, et ce crétin de Chevalier d'Or en fait il a pas attendu que le mec nous prépare la charrette. Donc quand on s'envole avec, elle était accrochée quand même au bâtiment, et on a perdu la moitié de la charrette qui s'est décollée avec une corde qui était accrochée dessus. Donc là, on peut choisir soit de s'enfuir ou de réparer les dégâts. Moi, j'ai dit bon, fuck, hein, si on s'enfuit après ça. En plus, il avait une tête de con, ouais, le dessin était vraiment... le dessin, je crois que c'est l'un des seuls dessins qui nous faisait rire, quoi. C'est la tête du marchand, donc... Ouais. On s'enfuit et puis ça arrache à moitié. Donc je sais que ça joue beaucoup parce qu'ils nous disent après dans la feuille d'aventure, c'est pour ce que vous voulez stocker dans la charrette, vous réduisez de 50%. Donc je pouvais pas mettre autant de choses. C'est un choix cornélien à ce moment-là. Mais ça, toi, il t'est arrivé quoi à ce moment-là? Non, moi c'est pareil, sauf que j'ai longuement... En fait, si, quand tu peux revenir essayer de payer les dégâts, mais de toute façon, le Chevalier d'Or, il remet une couche et de toute façon, ça se passe mal.
Donc non, ça sert à rien. Non, mais après c'est bien. En fait, c'est con parce qu'en plus la charrette, elle est, c'est pas qu'elle est cheatée, mais on te décrit bien que c'est une putain de charrette, quoi. Ouais. Avec tout le confort moderne. C'est cool. Ouais, donc, ouais, et puis c'est vrai qu'après, donc, dans le choix de l'inventaire, moi, ce que j'ai fait, en fait, j'ai gardé tous les trucs un peu spéciaux qu'on sait pas trop à quoi ça sert, et j'ai même pas gardé d'armes, pour être franc. Je me suis dit, je sais pas, cette aventure-là, je sens que ça va être à la discute, que les combats, ça va pas être trop ça, donc j'ai gardé tous les trucs, je sais pas, les plantes, là, tous les sachets voilà, tu sais pas trop à quoi ça sert, là. En fait, c'est un road trip, on se rend compte, ce livre. Ouais, c'est un espèce de road trip heroic fantasy, quoi. Et assez rapidement, ouais, donc il y a ouais, c'est vrai que ça road trip parce qu'il y a t'es un espèce de je sais pas si c'est un elfe ou un alphelin, un jeune, et qui fait un peu du stop sur le chemin, je crois que c'est c'est un hobbit, mais c'est un hobbit, mais je pense qu'à cause des comment dire, copyright et les droits, voilà, et donc ils utilisent le terme Donjons et Dragons, halfling au lieu de hobbit, ouais. Et ouais, et donc le mec il monte avec nous dans la super charrette, et je sais pas, il a l'air rapidement assez bizarre. Il monte, mais il est pas très reconnaissant, et il fait des chichis, quoi. Et je sais pas comment ça s'est passé pour toi, mais assez rapidement de lui-même il veut descendre, et bon, moi je l'ai laissé descendre, mais je pense que si tu le convaincs de rester à l'intérieur, peut-être qu'il se passe quelque chose, non? Ah ouais, il s'est passé un truc très spécifique, Fred. Tu te souviens, au début, quand tu commences le livre, t'es avec le Chevalier d'Or, et tu peux choisir d'aller boire un verre, ou de t'installer, ou de continuer la quête, ou de faire du shopping pour t'acheter des armes et des trucs. Donc moi j'avais choisi de prendre un verre. Et ce qui est marrant, c'est qu'à ce paragraphe-là, il y a écrit « Ou, si vous avez pris un verre avec le Chevalier d'Or, rendez-vous à... » Et je me rends au paragraphe, et ce qui se passe, en fait, c'est que je m'en suis pas rendu compte, mais le Chevalier d'Or, il est complètement bourré. Et ça explique un petit peu... quoi. Ouais. Donc le livre prend le dessus à ce moment-là. Et ce qui se passe, c'est que le Chevalier d'Or, il en a ras le cul de l'attitude du Hobbit, hein, on va dire ce que c'est. Et il l'attrape par le col, et il commence à vouloir lui foutre des balafres et à lui en mettre plein sur la gueule. Et toi, t'essayes de contrôler la situation avec la charrette qui roule à pleine allure. Et donc ce qui se passe, c'est que le Hobbit, en fait, il galère avec le Chevalier d'Or, ils sont en train de se battre. Et je crois je me souviens plus, mais ça freine. Et puis t'as le Hobbit qui se barre et qui laisse toute sa marchandise dans la voiture, quoi. Donc c'est bien fait. C'est une façon très spécifique de récompenser l'aventurier dans le livre, je trouve. En fait, tu gagnes pas mal de ressources, mais en ayant quelqu'un de bourré dans dans ta charrette. Donc ouais, c'est là où je me rends compte déjà de l'ambiance de ce livre dans Zaleron. Oui, c'est sûr. On nous gâte là, on se prépare pour quelque chose de complètement peut-être pas encore infâme, ça viendra par la suite, mais récompense, on est récompensé en fait pour les façons les plus les choix les plus détriments aux autres, en fait. Ouais, faut être un bad guy pour s'en sortir. C'est ça, en fait, on est vraiment, mais tu vois ce que je veux dire, on n'est pas vraiment un bad guy, on est plus un loser. Ouais, c'est what the fuck guy. C'est ça. Malgré qu'on ait cette aventure incroyable à se rendre, où on nous explique que voilà, il faut qu'on s'y rende à tout prix, qu'il y a une cause assez importante, malgré qu'on nous dise pas qu'est-ce qu'est la cause. Donc ça, on a oublié d'en parler dans le synopsis, mais on nous dit pas exactement pourquoi on doit se rendre à travers le désert des plaines ardentes pour arriver à une citadelle. On sait pas si c'est pour sauver quelqu'un, pour amener quelque chose, mais on nous demande. Bah oui, parce qu'en fait, comme on disait, c'est le chemin qui est important, c'est pas trop. Faut juste qu'on sache qu'on sait qu'on va aller à Vélisald. Après, je sais, quand dans le désert aussi, ce qu'on arrive à un moment, il y a une espèce d'événement dans le désert. Je sais pas si c'est je sais pas si c'est le Halfling qui nous parle de ça, ou quand on fait une halte. Il y a une espèce de course qui est prévue dans le désert. Je crois que c'est une race bizarre. Je crois que c'est des nains, je suis pas sûr. Ouais, c'est des nains qui sont sur de dos. Alors ils expliquent que c'est comme un mélange de pur sang arabe, un cheval et un sorte de rhinocéros. Ouais, c'est un peu la course exotique du lieu, quoi. Et on nous propose d'aller voir ce qui se passe. Et en fait, le truc, c'est comme les rhinocéros, ça remue le sable. En fait, il y a une espèce de tempête de sable qui commence à... C'est pas une tempête, mais il y a du sable en suspension partout dans l'air, quoi. Alors en plus, c'est marrant, c'est assez bien décrit, parce que c'est un peu l'événement touristique, donc il y a un peu des espèces de chapiteaux où tu peux te restaurer, faire des rencontres, tout ça. Moi, j'étais juste allé voir... Moi, il y a le Chevalier d'Or qui te fait une proposition, comme d'hab, qu'il faut pas suivre, mais bon, au début, je savais pas, donc il me dit, viens, on va aller boire un coup, là, on va aller dans l'auberge truc. Donc là, t'arrives, en fait, on commence à
à te servir des bières, lui il veut draguer la serveuse, soit il y a des mecs qui te parlent, qui t'embrouillent un peu. Et en fait, le temps que t'arrives à boire ta bière, bah, en fait, elle est pleine de sable, quoi. Donc ouais, ce truc-là, ça m'avait fait rire, quoi. Et après, on te propose de vraiment d'aller dans la course. Et là, je pense qu'il y a ça commence à être le début des emmerdes, parce que il y a une espèce de gars qui est autour de la course qui te menace, je crois, quoi. Qui te disent en gros, bon, comme c'est des nains ou des mecs d'organisation, ils te disent bah toi t'es pas un nain, t'as rien à foutre là, quoi. Wow. Je me souviens de cette scène là, ils arrivent, les gars. Non, j'ai pas. En fait, j'ai pas du tout eu cet événement-là. Moi, j'ai choisi au début, avant la course, tu peux te rendre justement dans une autre taverne pour faire une pause parce que le Chevalier d'Or, il a soif. Et donc, moi, tu sais, tout de suite, moi, je commence à comprendre que les choix du Chevalier d'Or, c'est ce qu'il faut faire pour bien se marrer. Et donc, je suis allé là directement. J'ai pas du tout vécu aucun événement de la course. Ouais, bah, c'est juste qu'il y a des mecs menaçants. Bon, tu sens que si t'as envie d'aller plus en avant et te vraiment rapprocher de la course et vers ce que t'es. Tiens, bah, tu pourras pas. Je sais pas, ils ont l'air de pas aimer ta gueule. Bon, j'ai pas insisté. Moi, je me suis dit c'était froid, donc j'ai fait je préfère les ambiances sympas, donc je suis retourné dans le village de touristes après. Bah écoute, moi, pendant ce temps-là, pendant que toi tu devais être dans la course, moi je suis allé dans la taverne avec Chevalier d'Or. Bien sûr, il commence à reboire. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une ambiance très... il y a quelque chose de très mal à l'aise. Et il nous explique en fait que personne parle, tout le monde nous regarde et personne ne dit rien. Donc moi, on a le choix d'accoster le barman et les choix qu'on a, c'est soit de demander à boire ou de qu'est-ce qui se passe. Et moi, je demande qu'est-ce qui se passe et le barman en fait dit rien, il nous sert un verre et le livre nous décrit qu'en fait sous le... comment ça s'appelle, le pose-verre, j'ai oublié le nom, tu sais, le pose les bières. Le sous de verre, ouais. En fait, il y a écrit aidez-nous. Et il y a le Chevalier d'Or, en fait. Alors, ce qui est intéressant du Chevalier d'Or, c'est qu'il a une énorme armure qu'on nous décrit, mais il a un énorme casque, on voit jamais son visage pendant toute l'aventure. Donc ça, c'est un des petits détails qui est assez intéressant. Donc ce qui se passe, c'est qu'on nous décrit toujours une énorme rotation de métal et de grincement d'armure qui se tourne vers nous, qui bouge. Donc on nous décrit les intentions du Chevalier d'Or. Et là, il se tourne vers nous et il nous dit je crois qu'il y a quelque chose de... Je crois qu'il y a un démon de malheur qui se trouve dans ces endroits-là, dans cet endroit-là, de cette taverne. Et il y a le barman, en fait, qui acquit de la tête. Et ce que notre personnage comprend, en fait, c'est qu'il y a un démon qui se retrouve dans cette taverne. Et qui donc on nous propose soit de tuer le démon, donc de commencer à trouver qui c'est dans la taverne et l'exorciser ou le buter. Donc avec les choix que j'ai eu, Fred, moi j'ai un peu merdé. Je pensais que le démon c'était une jeune femme qui était dans un coin justement, qui avait une allure très hypnotisante. Je me dis bon bah c'est le démon, tu vois, il est en train d'hypnotiser, il est en train d'essayer de tuer quelqu'un. Et je dis au Chevalier d'Or à l'attaque, et le Chevalier d'Or la coupe en deux. Donc c'est assez violent, comme on lui décrit la scène. Et le barman, tout de suite, se transforme en démon. Comme quoi, c'était le barman, le démon. Et donc, il y a une énorme bataille qui éclate dans la taverne. Et il y a pas mal de morts, et c'est assez violent, quoi. Donc, j'ai réussi à gagner le combat, et puis on s'enfuit avec le Chevalier d'Or. Malgré que je pense que j'ai raté l'épreuve. Donc ouais, c'était un petit moment d'enquête où on essaie de comprendre qui est. Donc il y a un énorme paragraphe de 3 pages. Pardon, pas un paragraphe, mais il y a une énorme... voilà, un petit chapitrage de paragraphes de 3 pages qui nous décrit chaque personnage et c'est à nous de choisir qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut discuter ou attaquer directement? Donc moi j'avais choisi d'attaquer et puis je me suis gouré. Donc j'ai pas lu justement ce qui se passe si on réussit. Mais bon, c'était assez le chaos, quoi. C'était intéressant. Bah moi je pense du coup le fait comme je suis allé voir la course, ça a mené un chemin parallèle, parce que moi quand je retourne au truc de touriste, assez rapidement je perds le Chevalier d'Or. Ouais. J'arrive pas à le trouver. Malgré ça, je sais que je dois continuer à avancer, donc puis j'ai confiance, c'est mon ami inséparable, donc je sais qu'il arrivera à m'en trouver d'une façon ou d'une autre, donc on avance, on continue tout seul dans le désert. Et à un moment dans le désert, il y a une espèce de... Moi je suis en charrette, et il y a une espèce de cavalier qui me tourne autour. Et en fait, assez rapidement, il se rapproche de moi et puis il se présente un peu comme un mec de la milice. Et il me demande de m'arrêter au prochain relais pour arrêter la charrette et tout ça. Je me dis, je sais pas, je le sens pas bien ce mec-là. Et je me dis, bon, dans le livre, ils en parlent vite fait, mais en gros,
certains trucs magiques, tout ça, ou que tu peux pas avoir sur toi, des parchemins ou des plans, tout ça, qui sont interdites. Et donc je me dis, merde, comme moi dans l'aventure, j'avais gardé tous ces trucs-là, je me dis, j'ai peur que ça me fasse un problème. Et le gars, comme tu dis, c'est plein de petits dialogues, tout ça. Et tu te rends compte qu'en fait, que le mec, t'as l'impression qu'il te drague carrément, tu vois. Le mec, il te drague et tu comprends en fait que si tu veux t'en sortir, t'es obligé de te laisser un peu faire, sinon il va fouiller la carriole ou voilà, t'en demander plus. Donc ouais, c'est une scène un peu bizarre où t'es obligé de te laisser faire. Ouais, le mec, en fait, tu comprends à la fin qu'il avait l'air d'être sentir un peu seul et scellé et que il avait besoin de parler à quelqu'un et qu'il en a un peu profité pour... je sais pas, c'était une scène bizarre encore, donc j'ai fait, c'est pas grave. C'est horrible, attends. C'est horrible, donc en le quittant, quand il s'est barré, je me dis, cet enfoiré, il va revenir me faire chier, donc je me suis délesté de tout mon matériel le bouquin me proposait de tout balancer, donc je dis, je balance tout. Et je suis reparti dans le désert, et là, après, assez rapidement, je suis arrivé dans la ville qui nous attend, qui est la ville de Vassald. Moi j'ai pas vécu ça, j'ai eu le choix que j'avais après la taverne, justement ça nous a ramené tout de suite après à Vassal, commençant à fuir rapidement avec la charrette pétée en deux. Ouais, Vassal, moi écoute, quand je suis arrivé dans la ville, j'ai eu une rencontre avec un mec qui voulait justement, qui voulait nous intégrer à sa guilde. Et ce qu'il nous proposait, c'était de venir et de faire une petite quête, une mini-aventure, et en fait de voler un cristal qui était dans une tour. Alors, ça me faisait tout de suite penser, tu sais, une des premières aventures de Conan le Barbare, avec le cristal de l'éléphant, je crois que c'est ça. Donc j'ai choisi de faire ça, je lui dis ok, donc t'attends la nuit, je lui dis bon, ok, comme tu dis, c'est l'aventure qui compte dans ce livre, donc on se balade, avec le Chevalier d'Or, on doit traverser un jardin et assassiner 2 gardes, voilà, qui tiennent, alors c'est qu'il y a une royauté dans cette ville de Vassal, et le Chevalier d'Or, en fait, il réussit les 2 attaques, ce qui était super impressionnant, j'ai rien fait du tout en tant que joueur, parce que justement, je voulais confier... le rôle d'attaque. Alors ce qui est intéressant, c'est que le livre m'a demandé est-ce que vous avez bu à la taverne de Vassal avant de venir ici, et j'ai dit non. Et je crois que c'est pour ça que le Chevalier d'Or a réussi ses attaques, en fait, c'est qu'on n'est pas allé boire. Alors le truc, c'est que ça peut payer soit en bien ou en mal le fait qu'il boit ou pas, et qu'on l'utilise au lieu de nous de faire les jets d'attaque. Donc oui, en fait, c'est vraiment un compagnon avec ses règles spécifiques, entre guillemets, et c'est vrai que plus tu le connais, et plus tu t'en sors bien dans l'aventure. Mais c'est là où on voit le boulot, en fait, de Terence Vance. C'est un sacré travail d'écriture de paragraphes, quoi. Il y a un énorme concept, il est super, ce concept, je trouve, où c'est soit nous qui faisons les actions, ou on fait confiance à notre partenaire. Ça, en fait, et ça permet aussi de vraiment développer le personnage du Chevalier d'Or, malgré que ça soit quelqu'un qui est dans une armure complète, on voit jamais le visage, on crée vraiment ce lien d'amitié. Puis, même, des fois c'est nous, on joue 2 persos, quoi, c'est bien. Ouais. Et ce que j'aime bien aussi, c'est ces petits paragraphes, tu sais, où il a des discussions avec le Chevalier d'Or, où ils causent tous les deux, et tu sens que c'est des bons amis. En fait, c'est vraiment bien fait, quoi. Ce livre, il est assez fantastique malgré cette couverture et cette apparence. Il y a un sacré trésor de livres-jeux là-dedans. Fred, pardon. Alors oui, on arrive dedans, on monte la tour, on escalade, et quelques jets de dextérité, des choses comme ça, réussis. Les niveaux sont pas difficiles, je crois que j'avais 3 dés de dextérité, il fallait réussir un 12. Donc ça va, quoi. C'est juste un petit peu au-dessus de la moyenne, mais ça va. Donc on rentre à l'intérieur de la tour, et là je me dis bon, ça commence vraiment à faire Conan, et c'est le contraire. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Il y a une énorme bataille, en fait. Il y a déjà la guilde des voleurs qui est en train de s'attaquer à la guilde des aventuriers, avec la guilde des mages et les gardes de la tour. Il y a une énorme bataille des 4, et nous justement on profite de ce conflit pour voler le trésor. Alors bien sûr tout le monde est là pour piller le trésor, donc c'est assez sympa. On choisit, il y a des paragraphes qui nous disent que vous voyez 5 soldats se battre dans une salle, il y a une table, il y en a 2 qui se battent au-dessus. Est-ce que vous voulez passer sous la table? Est-ce que vous voulez battre les 2 soldats pour passer à travers? Ou est-ce que vous voulez faire confiance au Chevalier d'Or pour vous débrousser le chemin? J'ai pas fait confiance au Chevalier d'Or, moi je suis passé sous la table. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que à la fin que je suis passé, le Chevalier d'Or, il a soulevé la table pour jeter les deux mecs qui se battaient dessus. Donc il y avait pas mal de petits choix comme ça, pas beaucoup de batailles, en fait. Quand tu penses que tu vas faire des rencontres, j'en ai pas eu du tout, j'ai eu 4 choix à faire environ, à
à faire jusqu'à ce qu'on arrive à voler la pierre précieuse, enfin le diamant, et de s'enfuir de la tour. Pour s'enfuir, en fait, c'était juste on casse une fenêtre, on saute avec une corde. Mais voilà, petit moment sympatoche, mais le conflit de bataille était assez bien décrit à l'intérieur. Donc cette amorce en fait de stealth qui finit en grosse baston de tout le monde, c'était assez rigolo. Assez bien décrit, avec un super dessin de la tour dans le contraste. Tu l'as vu ça en feuilleton? Je t'avais dit, hein, tiens, mate la page 50, 56, page 50. Tiens, laisse-moi voir. Je crois que c'est là. Ouais, il y a un super dessin, vraiment encre et tout. Il y a une sorte de faucon qui passe au-dessus. Et puis c'est un plan en contre-plongée où c'est toi le chevalier d'or qui sont en train de regarder la tour avant de l'attaquer. Il y a vraiment de très très beaux dessins là-dedans. Et ce qui est sympa, c'est que il y a un cadrage, mais vers le haut, en fait, la lune coupe le cadrage, et en fait, ça crée justement le cadre qui est un peu plus dynamique, avec le côté de la tour aussi qui rentre dans le format. Donc ouais, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Très beau dessin. Voilà ce qui m'est arrivé, moi. Et toi, Fred, dans la ville? Dans la ville, à un moment, on rencontre une jeune fille, c'est pas une humaine, parce que c'est une elfe aussi. En fait, au début, elle nous suit, elle est taciturne, elle dit pas grand chose, mais le chevalier d'or, il s'est pris de sympathie pour elle, va comprendre. Et autour d'un feu de camp, en fait, le soir, le feu de camp du soir, dans la ville, on décide de sorte. Si je peux préciser pour les règles, on peut faire un feu de camp quand on veut, ce qui est assez sympa comme règle de jeu. Oui, c'est ça, dans la ville, t'es pas obligé d'aller dans une auberge, tu peux faire un feu de camp, ouais, c'est vrai que c'est sympa ce principe. Pour faire le feu de camp, en fait, c'est les 2 premiers numéros du paragraphe, plus le paragraphe 5, enfin le chiffre 5, pardon. Et ce qui se passe, en fait, c'est que ça calcule et ça calcule pas vraiment, mais l'écrivain, il a prévu, en fait, qu'il y ait différents feux de camp à différents moments par rapport où vous prenez la pause, en fait. Et c'est un concept assez cool. Moi, j'en ai pas fait souvent, mais cette fois-ci, je l'avais fait avec elle, là. Et on est autour du bivouac, tout ça. Et au bout d'un moment, avec une branche, elle commence à faire le portrait de la silhouette du chevalier d'or. Bon, peu importe, ça lui prend pas mal de temps, quoi. Lui, il a l'air fasciné par ça. Alors, nous, on s'endort, et le lendemain matin, en fait, on se réveille, et on est tout seul. Ils ont disparu, ils ont pris leur pactage, tout ça. Donc, on retourne en ville. Donc là, il y a une petite phase d'enquête où on te propose différents lieux, tout ça. Il faut discuter un peu avec les gens. Et en fait, t'en apprends plus sur cette fille-là. Donc, tout le monde la connaît en ville. C'est une certaine Lissou, je crois. Et en fait, c'est une enchanteresse. Et dès qu'elle fait le portrait de quelqu'un, elle le contrôle. Ah oui, donc là, on perd notre fidèle compagnon. Donc on est un peu déçus. Ouais, franchement, non, c'était. Tu vois que c'est une scène importante parce que quand même l'enquête faut un peu fouiller pour trouver. Et aussi, ce que j'avais remarqué, c'est qu'il parlait plusieurs fois d'un nouveau lieu où il se passait des trucs. Donc à un moment, on me propose d'y aller. Donc j'y suis allé. Et là, surprise, dans un espèce de. Alors ça ressemble pas à un temple, mais tu vois que le truc, ça se veut un temple. Et dedans, qu'est-ce qu'on retrouve? On trouve notre compagnon chevalier d'or complètement mystique. Il a presque enlevé son armure, presque. Il a juste enlevé ses avant-bras. Il a une espèce de... je sais pas comment on appelle ça, là, une espèce de bâton avec des branches là, pour chasser l'air et en même temps se flageller, là. Mais ton chevalier, il fait partie d'une secte. Elle l'a converti. Mais en fait, non, c'est ça. C'est pas qu'il. En fait, t'apprends, en fait, le mec, il a monté sa secte. Oh là là, n'importe quoi. Le mec, il a une révélation. Il a monté sa secte et forcément, qui tourne autour de l'Elissou, là. Et ouais, donc, il y a plein de portraits de lui partout. T'as l'impression que plus elle fait de portraits et plus. Il est mystique. Bon, donc pour l'instant, sa religion, c'est lui et elle. Il n'y a personne d'autre. Mais n'importe quoi. Mais tu sais, ça explique un truc, parce que les petites illustrations tu sais, qu'on a dans les livres dans le héros, il y en a quelques-unes ici. Et l'une, en fait, c'est un portrait du chevalier d'or. Ah ouais, exact, ouais, c'est vrai. Donc c'est ça, en fait, ça doit être lié à ça. Donc ça veut dire que toutes ces petites illustrations, elles sont pas de thème, mais elles sont liées à l'aventure. Et donc, ouais, après, c'est pareil, on a tout un dialogue avec lui pour essayer de le ramener à la raison. Et puis, t'as plusieurs passages où, en fait, on te propose de
succomber à son dogme. Et puis voilà, bon, sa religion c'est simple, hein, il veut être le gourou et toutes les femmes à ses pieds. Donc bon, à un moment on se dit pourquoi on va pas l'aider, mais enfin non. Bon, on arrive à ce qu'on fait en fait. Lui, on peut pas le ramener à la raison, mais le seul moyen c'est de se dégager l'issue là, et donc on la refout en ville et on l'assomme à moitié pour se barrer pendant qu'elle voit pas où on est, quoi. Oh là là. Ouais, donc c'est pas. Franchement, tout ce truc-là, ça a pris pas mal de temps. Je pense que c'est une bonne déviation dans l'histoire, mais ouais, en fait, elle l'a rencontré, c'est pas forcément une bonne nouvelle, quoi. Je sais que moi j'ai quitté la ville par la suite après, et en fait on continue à travers le désert, et je suis arrivé dans une petite ville où il y avait une auberge. Et je sais pas pourquoi ce qui se passe, moi on me demande si je veux regarder un petit peu ce qui se passe, et j'ai choisi, et je crois que ça détourne notre attention de ce qui se passe du Chevalier d'Or, et qu'on revient vers lui, on se rend compte qu'il est en train de péter un câble, et en fait il veut trucider une tenacière. Et on essaie de comprendre pourquoi et on sait pas. Et ce qui se passe, c'est que la tenacière, en fait, elle est bien plus balèze que lui. Elle le retourne, elle le jette en l'air, et en fait, elle sort une énorme épée. En fait, on se rend compte que la tenacière, c'est une équivalente de Conan le barbare. Elle a une énorme épée à deux bas, et je crois qu'elle le dégomme un peu. Elle lui fait une grosse marque sur son armure, ils expliquent, et puis le mec, il a 4 pas par terre, il veut s'enfuir, et puis c'est à nous d'essayer de calmer la situation, ce qui ne marche pas. Ce qui, pour moi, Fred, fait ma deuxième bataille dans une taverne dans le livre. Ouais, les tavernes, c'est maudit. Ouais. Donc, assez loufoque. Le truc, c'est que je suis sorti en perdant pas mal de points de vie, mais pas le choix, quoi. Alors là, des fois, il faut garder un œil sur notre compagnon. Hein. Toi aussi, clair, il t'est arrivé quelque chose dans une autre taverne en sortant? Je sais qu'il y en a pas mal, en fait. Il y a des petits villages en sortant de la ville. Et, ouais, alors, il y en a une. Oui, j'y suis allé, mais je pense que t'as dû la faire aussi, parce que c'est celle qui décrive le plus, là, où en fait, qu'elle a l'air la plus bizarre, parce qu'en fait. Celle par les gobelins? Ouais, ça tu comprends rapidement qu'elle est pas tenue par des hommes, par des gobelins. Et ouais, c'est quoi? Il y a plein de trucs à l'intérieur. Moi, j'ai pas tout fait, mais ouais, c'est complètement loufoque. Ils appellent ça le Fantasy Circus. C'est pas ça comment ils l'appellent, la taverne en anglais? Ouais, sûrement. Le cirque fantastique. J'ai pas fait gaffe sur le coup, ouais. Mais ouais, cet endroit-là, genre, tu peux faire tout et n'importe quoi. J'ai l'impression de tu peux faire ils ont pas réussi à faire du lancer de nain, mais ça, tu sens que ça les tente, quoi. Bah, c'est un énorme chapitre dans le livre. En fait, on croit que c'est encore un truc où il y a 4-5 choix, mais en fait, non, il y en a un paquet, quoi. C'est une zone, en fait, cette taverne. C'est une zone où si les gobelins avaient gagné sur ce monde-là, à quoi ressembleraient les tavernes? Ah ouais, et c'est n'importe quoi. Oh là 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 là. Est-ce que t'es allé voir la voyante orque? Non, ouais, attends, mais je me souviens plus ce qu'elle nous fait comme connerie déjà. Bah moi je suis allé la voir, il s'est pas passé connerie, elle a juste payé le Chevalier d'Or, il voulait savoir s'il allait trouver l'amour. Et elle lui dit, ah oui, c'est encore une embrouille, oui, c'est vrai. Moi ça allait, tout s'est bien passé parce qu'il a pas bu avant, je pense, donc j'avais pas besoin de faire ce choix-là, mais la tenacière a dit qu'il va trouver l'amour et ça sera une énorme bête féroce. Et le Chevalier d'Or, il dit rien, mais on sent une onde de tristesse à travers lui, à travers son armure. Oh. Moi, en fait, j'ai une scène où justement où il avait bu. Et en fait, pour le faire sortir de cet endroit-là, c'est toute une galère. Et je sais pas ce qu'il y a une espèce de roue circulaire tirée par des rats géants là, qui fait que là où tu bois, tu tombes sur ouais, des scavens là. Et en fait, le mec il s'est mis là pour boire et il arrive plus à sortir, quoi. Donc tu mets, faut même faire des tests pour le. Ça, je l'ai eu ça aussi, ouais. Faut faire des tests pour le virer du truc. En fait, moi j'ai fini par faire 5 paragraphes à essayer de le chasser sur la fameuse roue des scavens et j'arrivais pas à le trouver au point où on perd l'équilibre. Il faut que tu fasses des jets de dextérité pour pas te casser la gueule. Et moi j'ai raté mon premier jet de dextérité et le chapitrage continue. Je suis par terre et j'essaye de monter, mais comme ça tourne tellement, j'ai le vertige. Et c'est pareil pour le Chevalier d'Or qu'on voit tomber en face de nous et on nous décrit qu'il vomit dans son armure. C'est dégueulasse. Mais c'est ça qui est marrant dans ce bouquin, c'est qu'en fait, bon, tu sais pas l'aventure vraiment ce que c'est, mais en fait, tu rentres dans un petit endroit, tu penses que c'est juste une petite parenthèse et ça prend des proportions. Il y a des bulles comme ça, il y a des bulles toutes bizarres, c'est des vrais délires, ouais. C'est bien écrit, hein. C'est vraiment, vraiment bien écrit, quoi. Les paragraphes sont un peu plus longs, classique livre-jeu. Certains paragraphes pour moi, Fred, font quasiment, enfin paragraphes, je veux dire certaines séquences que tu lises font 2 pages environ. Hein. Ouais, ça arrive souvent ça. Ouais, c'est assez fou. Donc, alors Fred, il y a un des moments qu'il faut que je te raconte qui était vraiment, parce que là c'est vrai que tout est un peu comique ou malsain, mais moi il y a eu un moment assez flippant, quelque chose
comment dire, qui change un petit peu l'ambiance, et c'est quand on arrive vers les temples perdus du désert. Donc je crois que c'est vers la fin du livre. Et ah, attends, il y a quelqu'un chez moi. Tu bouges pas, je vais aller voir ce qui se passe. Il y a quelqu'un chez toi? Ouais. Ça doit être le comment ça s'appelle? Concierge, attends. Je vais aller voir, peut-être qu'il sait pas que je suis là. Ah, t'es qui, Yo, toi? t'es sûr que ça va, Zav? Non. Zav! Zav! Zav!